Look around yourself, can't you see this wonder spread in front of you? Les Arabes ont dissocié la médecine de la pharmacie. La pharmacologie devint avec eux une spécialité à part entière. Dès le XIe siècle, on trouvait des pharmaciens à Damas. En Andalousie, les choses avaient progressé encore davantage, puisqu'on y trouvait des gens qui ne pratiquaient que la pharmacologie. On cite dans un de ces bimaristans une pharmacie dirigée par un chef pharmacien, le cheikh des pharmaciens, ce qui suppose qu'il avait des aides pharmaciens. Là, nous n'avons pas de témoin face à nous de ce grand apport de la médecine arabe, mais qu'il ne faut pas négliger, qui est très important, qui est celui dans le domaine de la pharmacopée, des plantes. Et là, il y a vraiment un apport de différentes régions. La situation politique du monde arabe qui l'a favorisé. Il y a non seulement l'héritage grec, grâce notamment à la matière médicale de Dioscoride, qui était transmise en arabe très tôt, mais aussi des apports venant de l'Inde, d'Iran. Et donc il y a vraiment un accroissement considérable des connaissances en matière de botanique et de pharmacopée. À Cordoue, à la même époque, Aboul Qasim al-Zahraoui fait avancer la science de la chirurgie et des instruments chirurgicaux. Aboul Qasim Zahraoui, connu en latin sous le nom d'Aboul Cassis, est l'auteur d'un ouvrage de chirurgie très célèbre, le traité d'exposition des matières. La dernière partie de l'ouvrage, ces 3 derniers chapitres, sont consacrés à la chirurgie. La chirurgie dans son sens le plus large, la chirurgie gynécologique, la chirurgie ORL, la chirurgie générale et la chirurgie dentaire. Zahraoui a inventé et développé environ 200 instruments. Je ne parle pas de machines, des instruments chirurgicaux que l'on peut trouver de nos jours dans les musées. Certains de ces instruments ont naturellement été améliorés et continuent d'être utilisés aujourd'hui. Leur structure d'origine est empruntée à ceux de Zahraoui. L'art d'Aboul Qasim Zahraoui était à la pointe de la chirurgie de l'époque. Les Européens lui ont emprunté plus d'une méthode. Comme par exemple la suture à base de fil fabriquée à partir de boyaux d'animaux considérés comme très résistants. Bien des techniques portant sur la chirurgie interne et externe restent valables. La douleur est aussi vieille que l'homme. Ce dernier a toujours essayé d'expérimenter les herbes. Par expérience, il a pu découvrir un certain nombre de plantes analgésiques. Mais le fait est que ce sont les Arabes qui ont découvert l'éponge soporifique, à savoir l'anesthésie pendant les opérations chirurgicales. Ils utilisaient une éponge humide, saturée de jusquiame blanche, d'opium, de mandragore et de toutes les matières somnifères connues. Ils la mettaient sur le nez du patient. Le patient, paraît-il, s'endormait et les opérations douloureuses pouvaient être pratiquées pendant son sommeil. Les Arabes ont également pratiqué la dissection. La dissection est la base de la chirurgie. Le chirurgien doit étudier l'anatomie avant de pratiquer la chirurgie sur l'homme. Aux Arabes revient le mérite d'avoir découvert des aspects anatomiques mal compris par les anciens.
À titre d'exemple, la mâchoire inférieure. Les anciens disaient qu'elle était composée de deux parties séparées par une espèce de couture. Abdel Latif el-Baghdadi est venu contredire cette idée en affirmant, avec tout le respect dû à Galien, l'œil est plus sûr que l'oreille ou les récits rapportés. Nous avons vu de nos propres yeux dans les cimetières du Caire des milliers de mâchoires inférieures d'une seule pièce. Ibn Nafis a quant à lui découvert la petite circulation sanguine. Il a contredit les propos d'Avicenne et de Galien, selon lesquels, entre les deux ventricules, se trouve une ouverture. Look around yourself, can't you see this wonder spread in front of you?